五条悟は俺が殺した。Comment un paria sans la moindre trace d'énergie occulte est parvenu à bousculer le monde de l'exorcisme et a bien failli provoquer sa chute. Dans Jujutsu Kaisen, les menaces ne manquent pas. Fléaux de classe S, maître des fléaux surpuissants, complots en tout genre. Pourtant, l'une des plus grandes fractures de cet univers n'a pas été causée par un exorciste ni même par une quelconque malédiction, mais bel et bien par un homme, Toji Fujiguro. Membre renié du clan Zenin, apparu seulement pendant quelques chapitres, mais dont les actions ont laissé une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Son passage a brisé l'équilibre du monde de l'exorcisme. Il a transformé Gojo à jamais, fait basculer Geto dans les ténèbres, et a marqué le véritable point de bascule de l'univers de Jujutsu Kaisen. Comment un homme sans pouvoir a-t-il pu provoquer un tel bouleversement? Pourquoi le monde de l'exorcisme ne s'est-il jamais vraiment remis de son passage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en revenant sur l'histoire de Toji Fujiguro. Pour bien comprendre pourquoi Toji a marqué un point de rupture dans l'univers de Jujutsu Kaisen, il faut revenir à un moment précis. Le jour où il a accepté une mission qui allait changer l'équilibre du monde de l'exorcisme pour toujours. Tout commence lors des événements de l'arc Trésor caché mort prématuré. À cette époque, Gojo et Geto ne sont pas encore les figures que l'on connaît, mais ils représentent déjà l'élite absolue du monde de l'exorcisme. Deux prodiges, deux exorcistes considérés comme intouchables. Leur mission est simple en apparence: protéger Riko Amanai, le réceptacle du plasma stellaire, dont la fusion avec Tengen est essentielle à la stabilité du monde des exorcistes. Autrement dit, l'équilibre du système repose directement sur leur réussite. Et c'est précisément ce système que Toji va faire vaciller. Engagé par le culte astral, une secte maléfique, le tueur d'exorcistes met en place une stratégie simple, mais terrifiante. Plutôt que directement affronter Gojo de front, il décide de l'épuiser. Une prime est placée sur la tête de Riko. Pendant des jours, Gojo et Geto doivent repousser attaque après attaque, sans se reposer. Jusqu'au moment où leur vigilance baisse parce qu'ils se pensent en sécurité. Et c'est là que Toji frappe. Il infiltre le lycée, prend Gojo par surprise et réussit l'impossible. Il traverse l'infini et laisse le sorcier le plus prometteur de sa génération au bord de la mort. Puis, il abat Riko d'une balle dans la tête et vainc encore plus facilement Geto. À cet instant précis, quelque chose se brise. Parce que Toji vient de prouver une chose: le monde de l'exorcisme n'est pas invincible. C'est le premier point de bascule, de rupture provoqué par le personnage. Le monde de l'exorcisme tel qu'il existe est en réalité très fragile, car il ne repose pas vraiment sur la somme d'efforts collectifs, mais sur les prouesses et les sacrifices de quelques-uns. Le système survit grâce aux sacrifices de Tengen et du plasma stellaire, qui mettent leur existence entière à le préserver, et aux prouesses d'exorcistes d'exception, comme Gojo et Geto. C'est un système qui pêche par orgueil, tellement obnubilé par le contrôle de l'énergie occulte et des sorts innés, qu'il n'était pas du tout armé pour faire face à un type comme Toji, un homme totalement dénué d'énergie occulte. Il est donc indétectable, imprévisible et très dur à arrêter. Toji, en écrasant Gojo et Geto, les deux prodiges, prend symboliquement sa revanche sur le monde de l'exorcisme et sur le clan Zenin. Un monde qui l'a toujours maltraité, un monde qui l'a toujours rejeté, et qui l'a même forcé à fuir, un monde qu'il déteste à tel point qu'il a même été jusqu'à changer son nom de famille. Sa victoire écrasante est avant tout contre ce monde-là, le vulgaire primate qui parvient à l'ébranler en contournant, en enfreignant toutes les règles. Il n'a pas, selon moi, accepté cette mission uniquement par appât du gain. Il savait pertinemment que tuer le plasma stellaire et empêcher la régénération de Tengen pouvait mener non seulement à la fin du monde de l'exorcisme, mais aussi à la fin du monde tout court. C'est un personnage qui semble animé d'un certain nihilisme, pour qui rien ne semble avoir réellement de valeur ou d'importance, sauf peut-être son fils, Megumi. Nous y reviendrons. En éliminant Riko, même s'il n'a pas détruit le monde de Jujutsu, il l'a tout de même fait vaciller sérieusement, et l'a forcé, à travers Tengen, à évoluer. C'est d'ailleurs cet événement provoqué par Toji qui permettra plus tard la mise en œuvre du plan millénaire de Kenjaku, et indirectement aussi la résurrection de Sukuna. Mais l'impact de Toji ne s'arrête pas au système, parce que le monde de Jujutsu Kaisen repose sur quelques individus. Et l'un d'entre eux va être frappé de plein fouet. Je parle bien sûr du plus puissant d'entre eux, Satoru Gojo.
Gojo est quasiment l'exact opposé de Toji. Si Toji est un paria, Gojo est un être élu qui impose un respect à la limite de la vénération au monde de l'exorcisme. L'un est né avec le pire serment inné, l'autre avec le meilleur sort inné, en plus du sixième œil. L'un est un vieux briscard désabusé, l'autre est un jeune premier plein d'espoir et d'illusions. Ils représentent chacun deux extrêmes produits par le système. Symboliquement, c'est très fort. Ce que le monde de l'exorcisme a produit de mieux échoue face à ce que ce monde a produit de pire. Le message de Toji est très clair. Il a montré au monde que même un dieu pouvait saigner. Et ça c'est badass, ouais. Gojo représente à cette époque le pinacle de l'exorcisme, un idéal auquel tout exorciste doit aspirer. Il perd face à Toji parce que, comme le monde de l'exorcisme, il est trop orgueilleux pour envisager la défaite. Bon, en même temps, quand le principe de ton pouvoir c'est d'être virtuellement invincible, je comprends que t'aies du mal à assimiler le concept d'humilité. Hein, c'est pas déconnant que tu piges pas le concept. Oui. Après cette défaite, Gojo ne sera plus le même. Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Bon ok, visiblement la défaite, ça a pas l'air de l'avoir rendu plus humble, mais bon. En frôlant la mort, Gojo comprend enfin quelque chose, l'énergie occulte inversée, la maîtrise totale de son pouvoir. Et à partir de cet instant, Satoru Gojo cesse d'être un simple prodige. Il devient une singularité qui va permettre au monde de l'exorcisme de se maintenir encore longtemps. C'est ce qui est paradoxal avec Toji. En voulant montrer que le monde de l'exorcisme n'était pas invincible, il a donné naissance à l'être sans doute le plus invincible qui soit. Mais là où Gojo a trouvé l'illumination, quelqu'un d'autre a vu autre chose. Les événements de l'arc ont également transformé Suguru Geto à jamais. Évidemment, la mort brutale de Riko et sa défaite face à Toji y sont pour beaucoup, mais je pense que ce n'est pas le pire à ses yeux. Geto était sur le point d'aider Riko à fuir, elle ne voulait pas être assimilée par Tengen. Il était donc prêt, avec Gojo, à désobéir aux ordres et à mettre le système en danger pour la sauver. Le message est clair, votre système ne vaut pas la vie d'une enfant innocente. Et bim, Toji débarque, abat froidement Riko et défonce Geto. Geto survit malgré tout, voit que son pote est devenu une espèce de demi-dieu, que les méchants de la secte applaudissent la mort d'une gamine innocente, et qu'en plus Tengen s'est parfaitement adapté sans plasma stellaire. Le pire pour Geto, ce n'était pas la mort de Riko en soi, c'est surtout qu'elle soit morte pour rien. La fusion avec Tengen n'était pas absolument nécessaire. Le système a sacrifié une enfant innocente par précaution, par habitude, par confort. Et ce jour-là, grâce à Toji, Geto comprend quelque chose. Le monde qu'il protège n'est pas juste. C'est un système froid, élitiste, prêt à sacrifier des innocents pour maintenir le statu quo. Et pendant ce temps, Gojo devient une espèce de dieu, tellement puissant qu'il n'a plus vraiment besoin de son acolyte. Geto, quant à lui, continue simplement à chasser des fléaux, encore et encore, sans savoir pourquoi. Alors une question commence à s'imposer. Si les humains ordinaires sont la source des fléaux, et si ce système sacrifie des enfants pour les protéger, alors au fond, mérite-t-il vraiment d'être sauvé? Ce jour-là, Geto ne perd pas simplement sa foi dans le système, il perd foi dans l'humanité. Il décide donc de quitter le lycée d'exorcisme pour devenir un maître des fléaux, avec le but d'éliminer tous les humains ordinaires pour créer un monde sans fléaux. Et pour cela, il est même prêt à se dresser contre son meilleur ami Gojo. Et à la suite de ça, Gojo commencera à prendre réellement conscience des problèmes du monde de l'exorcisme, et tentera d'amorcer un changement de fond en devenant professeur. Ouais, tout ça à cause de Toji. Toji Fujiguro n'est pas un personnage très facile à cerner. C'est un personnage porteur de chaos, qui ne cherche à aucun moment à s'intégrer à un quelconque ordre établi, qui ne respecte aucune règle. Et c'est précisément pour ça que son impact est si grand. Parce que dans un monde de l'exorcisme, figé par ses traditions, ses hiérarchies et ses certitudes, il fallait du chaos pour provoquer un véritable changement. Derrière son nihilisme apparent, derrière son détachement et son mépris du système, il reste pourtant une chose qui semble avoir encore de la valeur à ses yeux. Son fils. Au moment de mourir, ses dernières pensées ne concernent ni sa défaite, ni le monde de l'exorcisme. Elles concernent Megumi. Dans 2 ou 3 ans, mon gamin sera vendu au clan Zenin. Fais ce que tu veux de cette information. Pourquoi dire cela à Gojo à cet instant précis? Peut-être parce que, au fond, Toji avait compris quelque chose. Que Gojo était différent. Qu'il pourrait, lui, changer le monde de l'exorcisme. Et peut-être offrir à son fils un destin différent du sien.
Et en lui confiant cette information, Toji accomplit sans doute le seul acte tourné vers l'avenir de toute sa vie. Un geste simple, discret, mais dont les conséquences seront immenses. Et même après sa mort, cette idée persiste. Lors de l'incident de Shibuya, Toji revient brièvement, toujours aussi imprévisible, toujours aussi incontrôlable et toujours aussi dangereux. D'ailleurs, il va faire des masterclass à ce moment-là. Une véritable anomalie, incapable d'être utilisée ou contrôlée par qui que ce soit, mais lorsqu'il réalise qu'il fait face à son fils, il choisit de mettre fin à ses jours. Comme si, même dans le chaos, même libéré de toute contrainte, une seule chose avait de la valeur pour lui. En une seule mission, il a brisé l'équilibre du monde de l'exorcisme. Il a transformé Gojo, il a provoqué la chute de Geto, et en confiant Megumi à Gojo, Il a influencé l'avenir même de cet univers. c'est ça que je trouve fascinant avec le personnage de Toji, c'est qu'il n'a jamais cherché à devenir important, il n'a jamais voulu changer le monde, il n'y croyait sans doute même plus, et pourtant c'est peut-être l'un des personnages qui aura eu l'impact le plus profond sur toute l'histoire de Jujutsu Kaisen. Parce qu'au fond, les plus grandes catastrophes ne viennent pas toujours forcément de ceux qui veulent détruire le monde, mais parfois simplement de ceux qui ont cessé d'y croire. J'en profite pour vous rappeler que la campagne du Spatule Jump est toujours en cours. Les numéros 0, 1 et 2 sont actuellement en précommande dans un nouveau format, dans le grand format collector classique. 5 histoires courtes réalisées par 5 artistes mangaka francophones pour faire découvrir de nouveaux talents et soutenir l'édition indépendante française, imprimée en Bretagne. Voilà, tout ça se passe en description et en commentaire épinglé. Merci infiniment pour votre soutien et que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?